Bon, je vais commencer juste par nous présenter très rapidement. Donc moi, Jean-Baptiste Cossé, je suis directeur d'une entité conseil au sein de Bureau Veritas Solutions, entité qui gère des sujets d'accompagnement, RSE, décarbonation et biodiversité pour voilà, tout type d'entreprise. Et je suis accompagné de Mathilde, qui est du coup chef de projet RSE et qui accompagne un certain nombre de clients, notamment sur de la mise en conformité CSRD. Et du coup, elle apportera son éclairage sur voilà, des éléments un petit peu plus précis sur le client dont je vais vous parler incessamment sous peu. Alors le cas client, bon, malheureusement on n'a pas le client. La société c'est Inetum. Alors Inetum c'est une entreprise dans le secteur des services numériques, en gros concurrent de Capgemini, Alsen, Altran, etc. etc. C'est un client relativement important hein, par rapport aux typologies de clients qu'on a pu avoir par la suite, qui fait aujourd'hui 2,5 milliards de chiffre d'affaires, qui a à peu près 28 000 collaborateurs et qui évolue dans 19 pays. 19 pays, c'est un élément important parce que nous, on s'est focalisé sur quelques pays et quelques filiales, notamment dans le cadre de la CSRD. Siège social à Paris et, petit point important, actionnariat, un fonds d'investissement qui s'appelle Bain Capital à 99%. Donc sur la droite, on voit le contexte client qui a un gros impact et qui a un intérêt aussi et qui explique aussi voilà, le cheminement de ce projet CSRD. On a en fait de manière concomitante l'arrivée d'un nouveau directeur général qui s'appelle Jacques Pomereau, avec une nouvelle structure actionnariale, donc l'arrivée de Bain Capital qui a voulu justement instaurer et inciter l'entreprise et du coup par Jacques Pomereau également mettre en place une démarche RSE, et c'est le cas de tout leur portefeuille hein, finalement d'entreprises dans lesquelles ils ont investi. Du coup, ça fait le lien avec la construction de la stratégie RSE. Finalement, le fonds a beaucoup poussé pour construire cette stratégie RSE. Et c'est par le biais de la CSRD qu'Inetum a voulu vraiment construire et fluidifier et solidifier sa stratégie RSE. Évidemment, Inetum, de par sa taille, publiait déjà une DPEF. Donc évidemment, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été réutilisés dans le cadre de la CSRD et de la construction du rapport RSE. Mais voilà, l'occasion, c'était justement d'aller un peu plus en profondeur et de cibler davantage les principaux axes RSE, encore une fois alignés à la stratégie RSE d'Inetum. Alors l'approche projet, c'est une approche projet qui n'est pas forcément ultra disruptive, mais en tout cas c'est une approche projet qu'on est toujours hein, en cours d'élaboration et d'accompagnement sur un certain nombre de clients aujourd'hui. Inetum, c'est un projet qu'on a fini l'année dernière en septembre 2024. Mais tous les clients qu'on accompagne sur la mise en conformité CSRD, on applique cette méthodologie projet. Alors il y en a qui choisissent plutôt les 3 premières phases et qui font le rapport eux-mêmes, mais globalement c'est à peu près cette méthodologie-là. Mathilde par la suite montrera voilà, des éléments un peu plus factuels, des livrables, et comment est-ce qu'on a procédé de manière un peu plus précise. Mais pour résumer, en gros, on fait, au démarrage, on a effectué une synthèse de la maturité RSE d'Inetum par le biais de plusieurs éléments. Évidemment, la revue documentaire de l'existant, tous les éléments finalement qui sont intrinsèques à Inetum en termes de RSE. On a également fait un benchmark sectoriel. C'est important, Altran, Alten, Capgemini. On allait voir un peu tout ce qui se faisait en matière de RSE chez ces concurrents-là. Ensuite, point important et qui est clé hein, dans cette étape-là, c'est toute la cartographie des parties prenantes pour voir justement que ce soit interne et externe, hein, et donc pour voir exactement où sont les enjeux, où sont les points durs éventuellement, les points évidemment, les points morts peut-être, ceux qu'on aura oubliés. Et ça, un point très important de cartographier ces parties prenantes. Ensuite, nous, c'est un marqueur fort, c'est l'aspect ISO 26000. On a basé vraiment toute notre méthodologie sur l'ISO 26000 et sur le carcan en fait, de cette norme-là, qui n'est pas une norme certifiante, mais qui est la norme, en fait, la seule norme RSE internationale. Et donc, on s'est basé sur vraiment ces principaux éléments-là. Et ensuite,
où en parallèle, on a l'habitude et on a fait une sorte de séminaire pour former l'équipe projet, mais aussi l'équipe dirigeante sur la CSRD, pour leur présenter tous les enjeux de la CSRD, en quoi elle consiste, et quels sont les enjeux RSE potentiels déjà imaginés pour Inetum. Ensuite, très rapidement sur la partie 2, c'est principalement la priorisation des enjeux de durabilité, mais en fait l'aboutissement de cette phase-là, c'est la matrice de double matérialité. Et donc, en fait, par la conduite d'entretien avec les différentes parties prenantes internes et externes, plus d'une vingtaine. Alors, on a volontairement ciblé 4 principales filiales qui représentent à peu près 70%, on va dire, de l'activité d'Inetum. Et donc, on a conduit un certain nombre d'entretiens pour identifier et factualiser finalement les enjeux RSE de par les parties prenantes d'Inetum. Et par la suite, donc, on a évidemment construit la grille de cotation avec l'équipe projet et ensuite fait 2-3 ateliers de construction de l'analyse de double matérialité avec principalement la direction financière, mais aussi quelques directions opérationnelles pour justement venir challenger cette matrice et positionner les enjeux d'un point de vue impact et financier vraiment factualisé. Ensuite, l'étape 3 et 4. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises même qui font la CSRD ou qui ne le font pas, mais qui vont s'arrêter là, finalement, en se disant, bon, de toute façon, analyse d'écart, plan d'action, le rapport, on va le décaler, mais on trouve l'exercice de double matérialité intéressant, donc on va quand même le faire. L'identification des écarts et plans d'action, c'était assez finalement trivial, hein. C'est ni plus ni moins que aller collecter les données, voir ce que collectait à ce moment-là Inetum sur les différents points de données qui avaient été ressortis de l'analyse de double matérialité. Et donc, faire une analyse d'écart tout simplement entre l'existant et ce qui devait remonter pour élaborer un plan d'action par la suite, tout simplement à dire, j'ai pas de bilan carbone aujourd'hui, je dois en faire un. Plan d'action, tout simplement faire un bilan carbone sur les 2-3 prochaines années. Et ensuite, ça dépend des clients qui préfèrent le faire tout seul, c'est vraiment hétérogène, mais là, en l'occurrence, Inetum, on leur a produit tout un squelette, on va dire, donc c'est vraiment une version un peu plus du rapport RSE, en l'occurrence aligné sur la CSRD, évidemment tout en regardant ce qui se faisait chez les concurrents pour que le rapport soit évidemment adapté au contexte Inetum, mais également aux enjeux RSE des grands acteurs du secteur. Donc voilà un peu notre approche projet. Je vais laisser Mathilde après vous présenter un peu les principaux livrables sur les deux prochaines slides. Je te laisse. Ce qu'on a essayé de faire dans les 2 prochaines slides, c'est de vous synthétiser un peu les différentes étapes et passages méthodologiques obligatoires qui ont ponctué tout le projet. Donc on a réalisé une trentaine d'entretiens, un peu moins. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est véritablement faire participer les parties prenantes du groupe à ces travaux pour essayer de consolider un tout au niveau du groupe, mais qui soit représentatif des différentes filiales. Donc on a pris les 4 plus grosses filiales, c'était la France, le Portugal, l'Italie et la Belgique, et on est allé discuter avec des parties prenantes en interne, que ce soit à différents niveaux hiérarchiques ou dans différents départements, et des parties prenantes externes également, leurs plus gros clients, quelques fournisseurs clés et l'inspection du travail par exemple, c'était aussi une partie prenante avec laquelle on a interagi. Donc comme l'a dit Jean-Baptiste, on a structuré nos entretiens sur les domaines d'action de l'ISO 26000 parce qu'ils sont plus complets que les ESRS standards de la CSRD. Et ce qu'on fait après, nous, c'est qu'on consolide toutes ces informations, ce que vous voyez en haut à gauche de la slide, dans des tableaux où on fait miroir de ce qui a été dit par les parties prenantes. Donc on a restitué des verbatims par thématique de l'ISO 26000 qu'on a ensuite restitué au comité de direction pendant une session où on les a non seulement introduits à la démarche pour qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils comprennent comment on va derrière solliciter leurs équipes, le temps que ça va leur prendre l'investissement humain et financier, mais aussi de dire voilà les premiers résultats à date, on vous a fait un diagnostic de l'existant, voilà ce qui ressort. Ça a été on a ajouté à ça une analyse de benchmark pour identifier ce que faisaient leurs concurrents directs à une échelle française et européenne. On a également planifié avec l'équipe projet côté client une séance de travail avec leur commissaire aux comptes, qui était celui qui faisait un audit volontaire de leur DPEF pour justement valider les orientations méthodologiques qui avaient été prises, de dire on va d'abord travailler sur ces 4 plus grosses filiales
Et puis petit à petit, les exercices de reporting suivants, on va embarquer d'autres filiales, mais on prend déjà des filiales qui sont assez représentatives en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs, d'activités, un panel assez large. Et donc on a fait une séance avec le commissaire aux comptes qui a duré à peu près une demi-journée, qui nous a fait certaines préconisations d'ajustement méthodologique sur lesquels on s'est aligné. Et justement, ce que nous, on recommande à nos clients, c'est vraiment d'anticiper cet exercice d'audit. Et en fait, c'est un peu une coproduction. Eux sont là parce que si on n'anticipe pas, la charge de travail derrière d'audit est juste monstrueuse. Et nous, on s'assure de mener tous ces travaux à bien avec l'équipe projet côté client, justement dans une logique d'auditabilité derrière. Ce qu'on a planifié ensuite, donc la première partie, c'est vraiment de consolider toutes ces informations pour avoir la première brique de la double matérialité, donc la matérialité d'impact. Et ensuite, on a organisé un atelier qui était dédié à l'analyse de matérialité financière. Donc une fois qu'on avait bien identifié les risques et opportunités associés aux enjeux prioritaires du client, de dire, bon, finalement, combien on peut mettre d'euros derrière sa formation, développement des compétences, santé, sécurité, décarbonation, les enjeux énergétiques. Ils ont des fournisseurs qui sont des data centers, quel contrat d'approvisionnement en énergie ils ont par exemple. Et essayer de mettre des montants ou en tout cas des enveloppes monétaires pour dire si on essaie de les hiérarchiser d'un point de vue purement financier, même si c'est un exercice qui a été nouveau, on l'a fait avec une partie du comité de direction et d'autres fonctions qui ont l'habitude de cartographier des risques et d'avoir des échelles de 1 à 4. Par exemple, l'audit interne avait fait une cartographie des risques. On est reparti de ça pour aller consolider derrière avec les préconisations normatives de la CSRD. Et ensuite, on a consolidé toutes ces informations. On a préparé un support de communication qui a été partagé et relayé auprès du comité de direction. Donc, c'est pour les 2 premières phases du projet. Et si on va aux phases suivantes, sur la partie analyse des écarts plan d'action, on a organisé plusieurs séances de travail, pareil avec les 4 plus grosses filiales qui, eux, ont une bonne visu de ce qui est fait déjà en interne, de l'inventaire du reporting qui est suivi, des indicateurs qui soient qualitatifs, quantitatifs, du niveau de maturité aussi, parce qu'il faut composer avec des filiales qui ne sont pas sur les mêmes niveaux de maturité en termes de RSE, que ce soit en termes de sensibilisation ou même d'engagement et de pratiques qui sont mises en œuvre au niveau opérationnel. Donc on a organisé des sessions de travail avec eux pour essayer d'identifier où est-ce qu'il y avait des trous dans la raquette. Je prends un exemple, dans leur SIRH, ils suivent la pyramide des âges, mais les KPI qui étaient suivis n'étaient pas conformes à ceux de la CSRD. Bon, là, c'est juste un ajustement. Mais par exemple, pour la formation, le niveau de granularité des KPI qui étaient suivis répondait pas non plus forcément aux exigences de la CSRD parce qu'ils les suivaient au niveau collaborateur et c'était pas ventilé par genre. Donc ça, c'est cette phase du projet, l'analyse d'écart, nous a permis de déterminer qu'ils avaient un gros trou dans la raquette. Donc, on voit qu'ils ont déjà ils avaient 2/3 des données déjà disponibles dans leur reporting group, et le tiers manquant, on en avait une grosse partie qui était sur le SRSE1, qu'ils avaient déjà anticipé, puisqu'ils avaient anticipé de travailler, de construire un plan de transition, faire un peu un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre sur les 3 scopes, qui sont faits en parallèle de notre mission. Et donc on a construit un tableau Excel avec un tableau de bord dynamique, et de ces travaux et de ces ateliers ont découlé une feuille de route que finalement on a tenu le crayon au client, mais nous on a bien structuré en priorisant des actions à lancer sur différentes filiales que eux ont déployées derrière dans les années à venir, où on a essayé de effectivement prioriser des recommandations très opérationnelles avec identifier les bons relais en interne dans les différentes filiales, quel département, qui est contributeur, qui est responsable, qui participe au reporting et qui derrière s'assure que les engagements sont bien déclinés au niveau opérationnel. Et la dernière étape, non pas des moindres, c'est donc la rédaction de ce fameux rapport. Ils avaient déjà une bonne base puisqu'ils publiaient déjà une déclaration de performance extra-financière, mais sur une base volontaire, et eux ont voulu anticiper cet exercice. Donc ils n'ont pas appelé ça un rapport de durabilité, ce qu'on a mis là à l'écran, mais un rapport extra-financier qui est en fait une transition de la NFRD à la CSRD, où ils ont essayé d'être le plus transparent possible en disant voilà, on n'a pas ces indicateurs aujourd'hui, le premier chantier qu'on est en train d'implémenter, c'est le calcul de nos émissions de gaz à effet de serre, notre plan de transition. Donc voilà, donc nous on a essayé de leur faire un premier jet d'un rapport pour faire la transition entre 2 réglementations. Eux, ils étaient vague 2. Mais donc, ils ont publié un premier rapport qui n'est
Qu'ils ont déjà audité, exactement. Ils ont gardé leur même commissaire aux comptes pour leur rapport extra-financier, un rapport de durabilité. Et nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que derrière, on faisait de la veille concurrentielle des premiers rapports qui sont sortis l'année dernière. Par exemple, Bureau Veritas a sorti un premier rapport en anticipation de son assujettissement à la directive, avec les meilleures pratiques qui sont vues, des infographies, comment on restitue, comment on choisit les bons KPI à présenter en début de rapport, comment on structure sa stratégie RSE. Et tous ces travaux ont nourri, ce que disait Jean-Baptiste, la feuille de route de la nouvelle directrice RSE, qui est aussi le bras droit du CEO, qui elle était en train de construire sa feuille de route RSE. Elle a utilisé les résultats de l'analyse de double matérialité, de cette analyse d'écart et du rapport pour bien structurer et qu'elle soit bien robuste et le reflet des attentes de tout leur écosystème de parties prenantes. Donc nous, ce qu'on essaie de véhiculer à ce client qui l'a tout à fait compris, c'est que c'est non seulement un outil de communication, mais que c'est aussi vraiment un outil qui va être structurant dans le dialogue avec les parties prenantes pour rendre compte des performances de l'entreprise sur les engagements, sur des enjeux qui sont importants, pertinents pour eux, et pas d'aller chercher à publier un plan d'impact biodiversité alors que ce n'est pas le sujet. Donc on leur a dit, l'infobésité, vous allez vous noyer, il faut choisir les bons métriques, vous êtes dans le service, vous en êtes de la prestation intellectuelle. Ça paraît légitime que les sujets sociaux, le dialogue social, les sujets de formation, etc. reviennent et que les sujets carbone soient liés indirectement via votre chaîne de valeur, vu ce que vous vendez. Il y a de l'utilisation d'énergie qui émet des gaz à effet de serre, etc. C'est un vrai sujet, mais il y a aussi tout un panel d'enjeux qui ne sont pas forcément aujourd'hui traités, ou en tout cas, il n'y a pas de réponse opérationnelle satisfaisante au vu des retours qu'on a eus sur le terrain. Voilà. Bon, je vais finir sur les principaux enseignements du projet. On aurait pu être plus exhaustif, mais finalement on a ressorti ces quatre-là. Il y a le premier qui est vraiment l'anticipation de la démarche. Mathilde évoquait les échanges avec les auditeurs. C'est le deuxième point, c'est finalement répartir les travaux et bien anticiper aussi les échanges avec les auditeurs. C'est aussi vrai finalement dans la partie audit financier. Et en fait, on a finalement copier-coller un peu cette méthodologie-là avec un ou deux ateliers d'échange avec l'auditeur en l'occurrence pour valider l'approche, la méthodologie et pour pas qu'il y ait entre guillemets de surprise à la fin en fait compte pendant l'audit. Et ça c'est vraiment clé parce que ça évite toute confusion, toute interrogation et finalement ils ont bien passé leur audit de ce rapport extra-financier. Donc ça c'est un gros point qui est important. Le deuxième c'est muscler la gouvernance. Il y a deux principaux sujets, c'est embarquer le top management, donc c'est que finalement ce rapport RSE et ce projet-là soient raccord avec la stratégie du groupe évidemment, et donc c'est inclure le top management pour que ce soit, qu'il y ait les bons relais, qui soient vraiment force de proposition et qui ils instaurent une dynamique finalement à toutes les strates de la société, et ça c'est très important dans des communications qu'elles soient mensuelles, trimestrielles. Peu importe, mais c'est vraiment le point. Et après, on évoque la partie projet d'entreprise aussi au niveau du groupe. Là, c'est pareil, il y a des sortes de comités qui ont été mis en place au niveau du groupe, au niveau des filiales, pour justement prêcher la bonne parole sur ce rapport RSE, mais du coup pas que, pour mettre en place aussi tout le plan d'action et toute la dynamique RSE au sein même d'Inetum. Le deuxième point, je reviendrai peut-être uniquement sur celui-là, mais c'est capitaliser sur l'existant. Mathilde parlait aussi de la cartographie des risques qui avait été mis en place par l'audit interne. On s'est beaucoup appuyé dessus, les équipes d'Inetum se sont beaucoup appuyées dessus afin d'aligner justement les pratiques de reporting avec cette cartographie des risques, et ça c'est vraiment quelque chose qui est clé pour éviter de partir dans tous les sens et qu'on ne soit pas sur une piste d'audit fiable finalement. Et après, c'est finalement le sujet peut-être chapeau et le plus important, c'est intégrer la stratégie RSE dans la stratégie globale, ce qui a été le cas finalement pour Inetum. Et donc c'est ce que, on l'a pas dit, mais deux des quatre principaux enjeux stratégiques d'Inetum sont des enjeux RSE aujourd'hui. Et donc on voit bien que la RSE a infusé et est partie prenante de la stratégie globale d'Inetum. Et ça, c'est un élément clé pour
plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est plus facile d'aller l'appliquer et de mettre en place cette stratégie RSE quand elle fait partie de la stratégie opérationnelle. Et deuxièmement, voilà, ça permet aussi aux entreprises, aux personnes, aux employés de s'approprier cette partie RSE et d'y voir un cas concret et quelque chose de plus concret. Et il y avait un point qui est aussi important, c'est que ça a été co-construit aussi ces plans d'action, c'est-à-dire qu'au niveau des filiales, au niveau des entités qui représentent 80% du chiffre d'affaires d'Inetum, il y a eu des ateliers de co-construction de ces plans d'action pour pas que ça soit quelque chose qui parte dans la nature, qui soit top-down uniquement, vous faites ça. Là, il y a vraiment eu des choses qui ont été élaborées en mode construction et ça, c'est très important. Donc voilà un peu les principaux enseignements du projet. Je pense qu'on aurait pu les extrapoler aux autres projets qu'on est en train de mener ou qu'on a finalisé également. C'est globalement en général ces enseignements-là. Il y a toujours une problématique aussi liée à la donnée, à la collecte des données. On n'a pas trop mis là, mais c'est pas forcément un enseignement, mais c'est un gros enjeu de ces projets CSRD, de manière générale sur la RSE, sur la décarbonation aussi. Donc voilà. Merci.